Et on va maintenant passer à la deuxième table ronde de cette soirée sur la thématique de l'avenir des tiers-lieux en France. Du coup, je vais inviter Charlotte Girard, Jean Carinthie et Pierre-Louis Roll à nous rejoindre. Vous savez que les tiers-lieux suscitent quand même pas mal d'appétit de la part d'opérateurs publics ou privés, à la fois dans le foncier, dans l'immobilier. L'État regarde les choses de très près aussi. Bonsoir Charlotte, merci beaucoup d'être là. Et donc, en fait, ce que j'ai eu envie de faire avec cette deuxième table ronde, c'est d'ouvrir la réflexion, en réalité, d'abord au-delà des villes, au-delà de Paris, pour aller voir ce qui se passe du côté de la ruralité et ce qui se passe du côté de l'aménagement du territoire. Et donc, on va en parler avec nos trois invités. Charlotte Girard, qui est directrice projet chez SNCF Immobilier. Jean Carinthie, qui est associé fondateur de l'Hermitage et qui est membre aussi du Conseil national des tiers-lieux. Et Pierre-Louis Roll, à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vous êtes directeur du programme Société numérique et aussi du programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens. Donc merci à tous les trois d'être là avec nous. Moi, je vous propose de commencer avec Charlotte Girard pour SNCF Immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà parlé de la SNCF ce soir, avec La Ruche notamment, la Cité Fertile aussi, c'est un ancien entrepôt de la SNCF, et donc on voit qu'en fait vous êtes présent dans cette dynamique de tiers-lieux. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous vous intéressez de cette façon-là aux tiers-lieux ? Alors bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais juste faire un tout petit peu peut-être d'explication sur ce qu'est SNCF Immobilier, parce qu'en fait on est une entreprise récente au sein de groupe SNCF. On existe depuis 4 ans, 5 ans maintenant, et on s'occupe de l'ensemble des fonciers des bâtiments de la SNCF, à l'exception des gares où il y a des voyageurs et qui relèvent d'une autre réglementation. C'est important de poser le cadre, puisqu'en fait, on gère aujourd'hui 100 000 logements, 8,5 millions de mètres carrés et 20 000 hectares à l'échelle de la France. Mais ce patrimoine, en fait, il a été construit avant tout pour un usage, qui est le fait de faire circuler des trains. Et c'est un patrimoine qui a environ 75 ans d'âge en moyenne, et en règle générale, qui date de plus d'une centaine d'années. Donc en réalité, on a un patrimoine qui s'est construit pour une utilité spéciale, spécifique, qui est le ferroviaire. Alors aujourd'hui, on voit l'ensemble des débats sur le sujet du ferroviaire. Mais la question qui est devant nous, parce que je pense qu'elle est réellement devant nous, c'est comment ce patrimoine peut se transformer pour continuer à répondre à son utilité sociale. Certes, faire rouler des trains, évidemment, c'est vraiment le premier des sujets. Il faut se dire qu'aujourd'hui, la gestion du patrimoine de la SNCF, c'est 1 milliard d'euros par an. C'est le deuxième poste de dépense de l'entreprise. Et c'est vraiment le sujet pour nous, cœur, puisqu'on est une entreprise industrielle en phase de modernisation complète. Donc l'essentiel de nos équipes travaille sur ce sujet. Et en effet, on a développé depuis 4-5 ans donc, cette nouvelle démarche d'occupation, alors on peut la dire transitoire, de transition, enfin bref, on voit bien que le vocabulaire n'est pas posé. On a fait une vingtaine de projets. En réalité, ce n'est que 76 000 mètres carrés à rapporter aux 8,5 millions de mètres carrés que l'on gère. Alors on a encore moins que le 1% qu'on évoquait, mais c'est déjà un premier pas. Pourquoi c'est un premier pas ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'entreprise est convaincue de l'importance de ces projets qui, en fait, sont devenus pour nous des façons, en effet, d'expérimenter, on l'a évoqué, et qui sont tous ces signaux faibles, alors, qu'on pouvait appeler faibles, mais qui sont devenus très, très forts très rapidement, je pense, d'une nouvelle économie, d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon d'habiter. On l'a dit plusieurs fois, je ne reviendrai pas dessus, mais vraiment la question aujourd'hui, c'est dans ce patrimoine, comment on le transforme pour qu'il soit adapté à l'économie de demain. Et en particulier, la question des tiers-lieux nous apporte une réponse de cet ordre-là. Vous avez des objectifs chiffrés, un nombre de gares à transformer, des territoires à réveiller au travers de cette dynamique-là ? Alors justement, ce qui est peut-être la grande chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, puisque pas grand monde croyait à ce qu'on a développé, on n'avait pas d'objectif chiffré et c'était un peu développé d'une façon, alors entre le pionnier et le pirate, ça dépend comment c'est évoqué, en tout cas toujours avec un grand soutien de la direction générale de l'entreprise, et c'est important à noter.
Et donc non, on n'avait pas d'objectif chiffré, et en réalité, c'est en avançant qu'on s'est rendu compte de l'importance de renseigner, documenter et mesurer ce qui se passait. Je donne un simple exemple, mais qui est un peu pour moi le moment de fondation de cette démarche. Au bout du premier été où la station Gare des Mines a existé, porte d'Aubervilliers, je ne sais pas si certains connaissent éventuellement, on s'était pas mal impliqué pour sortir ces projets, parce que voilà, on faisait pareil, le week-end, le soir, et en plus du travail, on va dire, plus classique. Et puis on leur dit, bon alors comment ça a été Et là ils nous disent, on a eu 33 000 personnes en 2 mois. Alors on dit, vous êtes sûr Et en effet, 33 000 personnes, et on ouvre Google Maps, et il y avait ce fameux point qui dit, voilà, il y a un lieu, c'est la station. Et donc quand on fait de l'immobilier, créer des lieux, c'est quand même le premier de nos métiers. Et on s'est dit, là, il se passe quelque chose. Et on s'est tout de suite mis dans une autre posture. On a pris quelqu'un en test chiffre, on a commencé à se dire, c'est peut-être une façon, pas sur tout notre patrimoine, mais sur certaines parties de notre patrimoine. Alors au début, le cœur des métropoles, demain, certainement des patrimoines plus compliqués ou plus vie moyenne, de créer du projet. Et créer du projet, c'est surtout répondre à des besoins, en général. En réalité. Et du coup, pour faire le lien avec la table ronde précédente, l'âme de ces lieux, l'âme de ces tiers-lieux, est-ce que c'est quelque chose qui compte dans votre stratégie de développement ? Alors, je pense que tout le monde l'a ressenti. Ce qui est assez magique, en tout cas, c'est que c'est des lieux qui n'ont pas vraiment besoin qu'on fasse grand-chose pour qu'ils trouvent leur âme. C'est plutôt, en général, une âme qui peut être un peu écrasante, puisqu'en général, c'est des lieux qui sont très grands. On parle en plusieurs milliers de mètres carrés quand on ouvre un site. On est en général aussi toujours au bord d'une voie circulée, donc avec toutes les contraintes de sécurité ferroviaire. On est dans des sites encore en exploitation pour la SNCF, donc ça veut dire 600 salariés SNCF qui viennent tous les jours. Et en réalité, toute cette histoire, ce métier industriel crée une identité qui est très forte, et c'est là où c'est hyper intéressant de les ouvrir à d'autres acteurs. C'est que justement aussi dans la révélation et l'intérêt pour l'entreprise de ces projets, c'est que des lieux qui pour nous étaient plutôt vus comme des charges dans nos lignes de bilan, un artiste ou un autre type d'acteur d'un coup lui trouvait une valeur, un autre usage, une autre façon de voir le lieu, et ça a révélé des choses que peut-être on n'était pas forcément conscient, ou en tout cas on n'osait pas afficher. Et maintenant, quand on a ça arrive très souvent, des familles cheminotes qui viennent le week-end se balader et montrer les lieux où ils ont travaillé, on voit qu'il y a une boucle qui se referme, et qui montre l'intérêt pour des grosses entreprises de raconter leur histoire et leur patrimoine. On va se tourner vers Jean Carinti. Jean, penser les tiers-lieux, c'est aussi penser la ruralité, c'est penser l'aménagement des territoires. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu absolument magique de 30 hectares, l'Ermitage, dans l'Oise, à côté de Compiègne ? Oui, merci Frédéric. Bonsoir à toutes et tous. Merci de l'invitation. Tous mes amis picards sont très fiers de m'avoir ce soir comme porte-parole d'un monde rural qui effectivement se pense plutôt en hectares qu'en mètres carrés. Ce qu'il faut dire, je peux parler un peu de l'Ermitage, qui est effectivement un ancien domaine agricole transformé en hôpital, un peu comme les grands voisins pour ce qui est de l'histoire du patrimoine, puis transformé en ONG internationale, puis mis en vente, et puis racheté par un collectif de gens qui ont souhaité lui donner un autre rôle dans la ruralité. Et ce qui caractérise aujourd'hui la ruralité, on a beaucoup parlé de foncier ce soir, c'est que le foncier dans le monde rural, il n'est pas disponible. Il est souvent a priori peut-être à vendre, mais il est très rarement disponible. Il est souvent occupé par des contrats anciens, on appelle ça notamment le fermage dans le monde rural. Et nous sommes au cœur de ce monde qui est marqué par 3 types d'identité. L'identité agricole. Les agriculteurs sont des gens qui ont aujourd'hui d'énormes défis à relever et qui sont gestionnaires de ces espaces. Donc nous, on a mis un pied dans la porte de ce point de vue-là, puisque acheter 30 hectares au milieu d'un territoire d'agro-industrie. On est à quelques kilomètres de Vic-sur-Aisne, qui a vu naître les grandes sucreries, les grandes sociétés de fabrication de chips, de pommes de terre, l'industrie lourde agricole. Et on est également un lieu de forêt. La deuxième population qui habite ce territoire, ce sont des gens qui ont petit à petit perdu leur place. Parce qu'ils travaillaient sur ces grands domaines, ils travaillaient dans l'industrie, et aujourd'hui, ils font beaucoup de kilomètres pour travailler. Donc, eux sont très attachés
ils sont attachés à leur village, ils sont très attachés à ce territoire. Puis la troisième population, ce sont ce qu'on appelle les néo-ruraux. Et en Picardie, on a moins de néo-ruraux qu'ailleurs, mais on commence à en avoir pas mal. Alors vous allez en faire quoi de ce lieu de 30 hectares ? Mais on va en faire un espace où c'est les défis de demain qui ont été bien posés, notamment par Nicolas et d'autres dans ces tables rondes, vont être portés collectivement. Nous avons un outil de gouvernance collective qui est une SIC, société coopérative, et nous travaillons notamment beaucoup à la relation urbain-rural. Alors les 30 hectares, pour le faire très rapidement, c'est une ferme de 2 hectares avec l'objectif d'y faire vivre 2 maraîchers. Mais pas seulement uniquement ces 2 maraîchers de leur travail, mais créer un lien entre les consommateurs locaux. On a déjà 40 familles qui ont pris des paniers en AMAP dans cette ferme et qui vont passer un peu de temps aussi aux côtés des maraîchers, parce que dans le monde rural, le bénévolat, il est assez naturel. On n'a pas cette économie politique de la frontière entre salariat, bénévolat. On est parfois un peu à la marge de tous ces sujets. On est à la campagne. Et il ne faut pas oublier que le bénévolat est un élément fondamental de l'économie politique de demain. Sans bénévoles autour des entrepreneurs, avec un lien qui est quand même à construire en confiance, on ne peut pas développer des petites fermes maraîchères. La deuxième activité à l'Ermitage, ce sont des entrepreneurs qui sont un peu dans la veine de ce qui se vit dans les tiers-lieux, c'est-à-dire on a une société d'aquaponie, qui fait donc des systèmes d'aquaponie dans l'innovation agroécologique. On a une brasserie, un brasseur. On a également une activité, puisque c'était un ancien lieu de séminaire, un ancien lieu d'accueil de coopérants internationaux, une activité d'accueil d'entreprises. Et puis on a une communauté qui travaille sur ce site et qui y agit, beaucoup de bénévoles. On a un espace forestier aussi. Je pense qu'on parle peu, vous avez peut-être suivi le drame de la forêt française, qui est en train de vivre une agression terrible vis-à-vis des bouleversements climatiques. Et cette forêt, c'est un patrimoine commun. Et on a 20 hectares de forêt. Et beaucoup de gens se retrouvent en forêt. Ça, c'est un truc dans le monde rural qu'on partage. On s'y retrouve, mais on a aussi des conflits dans la forêt. Des conflits entre ceux qui pensent en être les seuls gestionnaires, le monde de la chasse, et ceux qui viennent et qui ont aussi le droit de la partager, les gens qui vivent aussi... oui. Non, Jean, juste, il fallait terminer le dernier mot, mais c'est pas grave. Non, mais quand je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez aussi membre du Conseil national des tiers-lieux. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit briefing rapide pour nous expliquer, voilà, que au moment où les tiers-lieux sont en train de se structurer, il y a plusieurs instances qui se mettent en place, et je veux bien notamment que vous nous disiez quelle différence il y a entre le CNTL, Conseil national des tiers-lieux, et France Tiers-lieux. Alors, le Conseil national des tiers-lieux a été créé par un collectif de gens qui ont également souhaité qu'une association temporaire se mette en place, France Tiers-Lieux. Donc vous avez une assemblée des tiers-lieux, qui est le Conseil national, et puis vous avez une association qui, elle, a un mandat temporaire de promotion de cette problématique. On a bien vu ce soir que c'était pas simple de parler de tiers-lieux. On a vu, Pierre-Louis en parlera, que la relation entre les tiers-lieux et les pouvoirs publics est à créer intégralement en France. Là, on peut parler aussi de la relation des élus locaux aux tiers-lieux, parce que moi, dans le monde rural, j'ai clairement comme interlocuteur les élus locaux. Le foncier est souvent porté avec des mandats des collectivités territoriales, et le Conseil national des tiers-lieux porte une pluralité de visions des tiers-lieux. La France Tiers-Lieux, elle, dialogue avec les acteurs publics. Je pense que tu parleras, Pierre-Louis, aussi de la mission qui est la vôtre à l'Agence nationale. Et très concrètement, c'est un collectif de personnes qui partagent l'ambition, avec beaucoup de questionnements et de débats, de placer ces tiers-lieux dans l'histoire à venir de notre territoire et de notre pays. C'est pas que franco-français, on en a parlé, mais moi je suis convaincu, et on le partage au sein du Conseil national des tiers-lieux, pas mal d'entre nous le voient comme ça, que les tiers-lieux ne sont pas qu'un mot valise. Quand on est face à des gens qui ne donnent pas d'autre avenir en monde rural à un patrimoine que soit de le laisser figer dans le monde d'avant ou de le vendre fort cher, le tiers-lieu est un outil qui permet de mettre un pied dans la porte et de partager des autres modèles de gestion. Et nous, c'est clair, on a beaucoup bousculé les imaginaires avec l'Ermitage dans un territoire où on a des grandes fermes, on a et je terminerai juste sur le principe du patrimoine. On a un peu parlé des gares. C'est clair qu'on est très marqué par l'imaginaire des gares, des postes. Les tiers-lieux sont aussi l'avenir de ce qu'étaient des espaces essentiels de services publics, ou comme ici, un grand hôpital qui a une tradition longue. Et le Conseil national est un lieu où on parle de plus en plus de tiers-lieux de patrimoine, de tiers-lieux qui vont être un commun dans lequel se pense autrement l'aménagement de nos territoires. Et en monde rural, on a vraiment besoin de ces lieux. On sent votre conviction. Jean, merci pour ça. Et j'ai une dernière question à vous poser. C'est votre lien
parce qu'il y a des enjeux écologiques aussi derrière tout ça. Votre lien avec la Convention citoyenne pour le climat, vous avez décidé de leur faire faire un petit tour des tiers-lieux, je crois. Alors on a décidé ici, à l'initiative de gens qui avaient organisé une table ronde, notamment les petits débrouillards, François Desroux et d'autres, de justement travailler avec ce collectif de citoyens qui ont été mandatés et qui ont rendu des propositions d'aller dans les tiers-lieux en France, partager ces propositions et s'engager. On a un vrai souci de bousculer les agendas. En France, vous avez peu d'outils dans les territoires qui permettent d'incarner la transition, et notamment ce qu'on appelle les contrats locaux de transition, ou des outils que tu connais bien, Pierre-Louis, comme territoire d'industrie. Si la Convention citoyenne, grâce aux tiers-lieux dans les territoires, se saisit de ces outils pour créer du changement, si on pose la question du foncier et de l'accessibilité au foncier, Paul a parlé de la notion d'accessibilité au foncier, eh ben, peut-être qu'on aura tendu la main à ces gens de la Convention qui sont des citoyens comme nous. Moi, j'étais fasciné par leur ardeur. Et ça, on veut le partager en province, comme on dit en France. La tournée a démarré ou elle démarre quand ? Non, on est en train d'en définir les termes avec les membres de la Convention et avec le Conseil économique et social. Et on va, je pense, avoir une quinzaine de lieux qui vont accueillir ces conventionnaires. Il faut imaginer l'événement dans un village de 800 habitants. On espère convaincre des élus, des hauts fonctionnaires, des entrepreneurs du monde industriel, des agriculteurs, de venir à cette convention et dire, OK, là, à la sortie, qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi on s'engage ensemble. Et ça, c'est un outil que la Convention citoyenne saisit avec beaucoup d'intérêt. Merci Jean. On va passer la parole à Pierre-Louis Rolle de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que c'est que ce programme Nouveaux lieux, nouveaux liens ? Alors c'est un nouveau programme qui a été installé le 1er janvier au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui elle-même a été créée le 1er janvier de cette année, qui est issu de la fusion de plusieurs administrations, l'Agence du numérique, le Commissariat général à l'égalité des territoires et PARICA, pour en faire un établissement public de l'État qui est au service des collectivités. Il y a beaucoup de l'ARSEN, et dans laquelle les collectivités territoriales sont associées à la gouvernance. Et donc il a été décidé, suite au rapport de Patrick Lévivette qui a mené à la création de France Tiers-Lieux et à l'installation du CNTL, de créer ce programme dans l'État, qui a deux missions principales. La première est une mission interministérielle assez classique pour une administration, de quelque part de coordonner les travaux de l'État sur la question des tiers-lieux et de servir un peu de point de référence dans le futur pour les tiers-lieux, pour avoir une sorte de guichet unique quand le ministère de la Culture lance Microfolie, quand le Messery va lancer Campus Connecté, etc., qu'on puisse travailler tous ensemble pour mettre un peu de cohérence, et nous aussi faire la courroie de transmission avec les préfets, avec les élus locaux, sur toutes les questions que ça soulève, et faire tout le travail invisible de recherche de compromis, etc. Et vous avez un budget pour ça ? Et la deuxième, le deuxième levier d'action, c'est effectivement un budget d'intervention de 45 millions d'euros pour aller soutenir en propre des projets de tiers-lieux, donc ce qu'on appelle les fabriques de territoire, qui sont pensés comme étant des tiers-lieux ressources, qui ont un rayonnement territorial, donc en étant une échelle qui peut être du département, de la communauté de communes, qui peut servir un peu de courroie de transmission entre les différents tiers-lieux du territoire. Mais une fois, de lieux ressources en quelque sorte. Mais une fois qu'on a donné 45 millions d'euros à l'administration, c'est là où tout peut mal se passer. Et il y a plein de choses qu'on pourrait très mal faire. Par exemple, saupoudrer 300 subventions, parce que l'objectif, hélas, on a des objectifs chiffrés de soutenir 300 lieux, et ensuite qu'il ne se passe rien et que 3 ans plus tard, la manne financière s'arrête, ou tout simplement essayer d'avoir une sorte de course au mètre carré et finalement d'imposer une sorte de modèle de tiers-lieu un peu rigide, normé, État, etc., de soutenir que des projets identiques qui ne correspondraient pas au projet de territoire. Donc il faut qu'on arrive à faire ce travail en finesse et de mise en commun, surtout des initiatives entre chacune des fabriques, qu'elles soient juridiques, matérielles ou de gouvernance. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec France Tiers-Lieux, LCNTL et les têtes de réseau français des Fab Labs, coopératives de tiers-lieux, etc. pour faire ça. On peut se dire 45 millions, c'est beaucoup, il y a un vrai engagement de l'État, mais divisé par 300 fabriques de territoire, ça fait un peu plus de 100 000 euros chacune. C'est pas si énorme que ça en réalité. Non, ça fait 150 000 euros sur 3 ans par lieu. Après, l'objectif aussi, c'est de travailler à monter des projets de gouvernance locale avec un investissement des collectivités, avec un investissement aussi d'autres fonds de l'État et d'autres porteurs
de projets, les fonds préfectoraux ou les partenaires du programme, comme Action Logement qui met aussi 50 millions d'euros sur la table, etc. Alors je disais tout à l'heure en vous présentant que vous êtes aussi directeur du programme Société numérique, et du coup j'ai une question qui me vient naturellement. Si on joint les deux, est-ce que l'État voit les tiers-lieux comme des instruments de développement numérique, ou est-ce que ça n'a rien à voir, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Alors, ça n'a pas rien à voir, mais on souhaite qu'il y ait beaucoup d'autres choses derrière. Mais c'est vrai qu'on a toujours le défaut, quand une équipe conçoit un projet, elle est toujours teintée par son origine. Le programme aura été logé d'abord à la transition écologique ou à la direction générale des entreprises. La tonalité aurait été différente, mais là, le programme était préfiguré au sein de l'agence du numérique. Et sur les questions d'inclusion numérique, les deux écosystèmes ont toujours été très proches des tiers-lieux. Les espaces publics numériques, les hackerspaces, les Fab Labs, qui sont des lieux d'inclusion numérique, qui sont pleinement dans le monde des tiers-lieux. Et finalement, ce qu'on a préfiguré pour monter notre politique publique d'inclusion numérique, c'est plus une méthode de travail qui sert aujourd'hui pour les tiers-lieux. Je m'explique, on est sur une problématique qui est quelque part au croisement de l'action sociale, de la technologie et de l'action publique. Et on a autour de nous des acteurs du champ social, des associations, beaucoup maintenant de start-up et d'acteurs privés qui viennent se poser sur le créneau de la formation au numérique. Et il fallait qu'on arrive à faire du numérique, non pas pour le numérique, comme on fait souvent, mais qui mettent le numérique au service du développement du territoire, avec les acteurs locaux, avec les élus. Et pour cela, on a essayé de travailler sur la notion de commun. Donc on travaille sur des communs immatériels, comme les logiciels open source, en essayant de trouver une pérennité. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, on va faire la même chose sur des communs matériels autour des tiers-lieux, autour du hardware. Et donc on a dû faire défricher beaucoup de champs juridiques au sein de l'État. On a piloté l'entrée au sociétariat de l'État dans les 2 premières sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ça a été une belle bataille à Bercy pour y arriver. Mais voilà, les freins qu'on a levés pour l'inclusion numérique, on veut maintenant c'est le mettre au profit de communs pour les tiers-lieux. Je vous remercie. J'ai une question à vous poser à tous les trois. Donc vous répondez comme tout à l'heure dans l'ordre que vous souhaitez. Est-ce que pour aider au développement des tiers-lieux, est-ce que l'État doit plutôt guider, accompagner, investir? Est-ce qu'il doit laisser faire? Qu'est-ce qui vaut mieux selon vous? Je ne vois pas de contradiction absolue entre les notions là. C'est-à-dire que sans répondre en normand, l'État, moi quand nous on est une fabrique, on a répondu à l'appel à projet, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à être un tout petit peu en immunité sur les questions de normes. Moi quand je le dis en toute franchise et entre nous, on a eu quand même 3 visites des renseignements généraux depuis l'ouverture de l'Ermitage, parce que quand vous achetez 30 hectares au milieu de nulle part, on vous dit mais vous faites un Notre-Dame-des-Landes, c'est quoi votre projet? Donc la fabrique de territoire, c'est une reconnaissance de notre capacité à opérer dans un cadre qui est la République française, mais en même temps en ayant beaucoup de liberté. Donc je pense que l'État a un rôle à jouer, les collectivités, les établissements publics fonciers, pour casser ce que j'évoquais tout à l'heure dans ce qui concerne nous, notre territoire d'action, ce blocage, ce statu quo sur le foncier qui est très problématique pour la transition, parce qu'un maraîcher ne trouve pas de terre. Il ne trouve pas de terre. On ne peut pas installer des projets comme ça facilement en milieu rural. Donc l'État est un partenaire, les collectivités le sont, les régions. Je crois qu'il ne faut aussi pas oublier les régions en France quand il s'agit de parler de développement et de transition. Et il y a clairement à accompagner. Après, on est en France, on a une très vieille tradition de relations entre État et acteurs de la société civile. Moi, je viens du monde des ONG, on a créé Coordination Sud à une époque, ça s'est très bien passé. Donc il nous appartient, en tant que collectif de tiers-lieux, de garder de l'autonomie, d'avoir cette autonomie qui permet de travailler ensemble sans être instrumentalisé. Charlotte Girard, vous faites aussi une réponse de Normande? Je laisse les applaudissements. Non, enfin, je pense qu'on est dans un moment de bascule assez fondamental. Pour porter plusieurs projets avec les partenaires, je pense qu'il y a un premier sujet, en tout cas, qui est par rapport à tous les services qu'on peut rencontrer, c'est la question de la formation au sujet. On est dans une sorte d'entre-soi et on sait à peu près de quoi on parle et encore. Mais nous, je sais que très souvent, entre le début et la fin de la réunion, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'il faut absolument faire la promotion, rendre visible, ne pas hésiter à faire des visites, nous envoyer si vous avez des propriétaires réticents qui doivent pas être beaucoup plus difficiles que SNCF. En tout cas, nous, on accueille vraiment parce qu'il y a un travail de conviction, de promotion qui est essentiel sur le sujet. En tout cas, que si on est persuadé de l'intérêt qu'il faut faire absolument.
Il y a un deuxième sujet qui me semble hyper important aussi, c'est que aujourd'hui les réglementations en termes d'urbanisme ne sont absolument pas adaptées à l'hybridation des fonctions, à son agilité, à son évolutivité. Donc nous, on défend la création d'une sorte de synapspic temporaire à vocation sociale et culturelle, enfin quelque chose en tout cas qu'on doit assez facilement pouvoir mettre en place très rapidement. Et ça, c'est le troisième point. Je pense qu'il ne faut absolument pas attendre. Ça devient hyper urgent d'occuper, en tout cas de trouver des projets pour tous ces espaces. Alors déjà, les espaces vacants qui sont considérables et malheureusement, ou heureusement en tout cas, vont, je crains, beaucoup s'accroître. Donc voilà, nous, on considère qu'on est aujourd'hui dans une urgence de faire, de porter, de convaincre, de former, de soutenir et de suivre et de poser avec des indicateurs parce que très honnêtement, je pense que la question du financement repose aussi sur des indicateurs et tant qu'on n'a pas posé des indicateurs communs, 2-3 indicateurs qu'une banque ou un fonds d'investissement va reconnaître, voilà, ça reste un travail de l'ombre et ça ne devrait pas l'être. Pierre-Louis Rolle, je ne sais pas si je vais vous poser la même question, parce que si je vous demande quelle doit être la place de l'État, vu que vous représentez l'État, mais vous avez peut-être un avis là-dessus, mais j'ai envie de vous poser une autre question qui va un petit peu plus loin, c'est quelle est votre vision à la NCT du développement des tiers-lieux en France ? Alors, on est un État qui organise sa propre minorité dans les objets qu'il porte et dans les coopératives. Donc, la place de l'État vis-à-vis des tiers-lieux, ça doit être sa juste place. Et moi, je suis pas trop pour le laisser faire en bon fonctionnaire, mais il faut qu'on pense aussi le non-agir de l'État, que ce soit en termes d'expérimentation de normes ou en termes d'exécution d'arrêtés d'expulsion, par exemple, et que si nous, on peut faire ce travail aussi de médiation, que les tiers-lieux nous utilisent aussi pour qu'on fasse ce travail aussi de travailler sur les normes, sur les évolutions réglementaires et législatives. Un jour, on racontera nos longues discussions pendant la crise sanitaire sur ces questions de normes. Mais donc voilà, c'est sa juste place et ne pas imposer un modèle unique et voilà, faire ce travail un peu d'ouvrir des portes. Et sur le développement des tiers-lieux, c'est comme le disait Jean tout à l'heure, c'est aussi une nouvelle façon de penser le service public dans les territoires. Ça ne doit pas être un supplétif à la fermeture des guichets, ça ne doit pas être un supplétif au retrait de l'État, mais peut-être penser de nouveaux systèmes de solidarité, de faire ensemble, de brassage des publics. Et c'est là où nous, on a quelque part notre rôle de facilitateur à apporter et de faire un peu ce passage de l'intérêt collectif à l'intérêt général et de créer ce lien. Et c'est pas tout à fait simple à faire, mais c'est un mouvement qu'on voudrait accompagner en tout cas. Juste un clin d'œil, tout le monde voit de quoi on parle quand on parle des débats sur les normes pendant la crise sanitaire. On parle des masques, on parle des visières, on parle des masques, des visières, on parle même de respirateurs artificiels qui ont été conçus par des collectifs de ce qu'on appelle un peu des designers, des hackers du numérique. Et on a beaucoup travaillé. Effectivement, la mission Nouveau Lieu a beaucoup écouté et accompagné. Il y a gros sujet sur la liberté dans les tiers-lieux d'innover. Ça, c'est quand même un gros enjeu. Juste un petit clin d'œil sur combien tu parlais de 2000 tiers-lieux. Ça fait 2 clins d'œil, Jean. Combien on dit il y a 2000 tiers-lieux, hein, tu disais. Hein. C'est le risque que je prends. Oui, combien il y a de propriétés en France, de propriétés qui avaient des destins collectifs avant, on va dire les années 70, ça peut être des anciens châteaux, ça peut être des anciennes usines, ça peut être effectivement des anciens collectifs comme fermes. Combien il y en a à vendre des dizaines de milliers. Donc on prend ça à bras-le-corps, je pense qu'on a un bel avenir collectif. Hein. Il faut que vous lanciez une étude globale sur le territoire français, sur le foncier. Merci beaucoup Jean, merci à tous les trois pour vos interventions, vous pouvez les applaudir.